Bonsoir à toutes et à tous. On commence avec 5 minutes de retard, donc ça va, ce sont 5 minutes qui sont tout à fait acceptables. Bienvenue au Open Space et bienvenue dans les locaux d'Accenture qui nous accueillent une fois encore. Ça fait, je crois, quasiment une dizaine de fois que les conférences sont accueillies chez Accenture. Comme à chaque fois, c'est un accueil qui est extraordinaire et je tiens à remercier d'ores et déjà Angelina et son équipe avec qui on est partenaire depuis de nombreuses années. Pour pouvoir faire vivre ces conférences, pouvoir faire vivre le mouvement Up, dont je vais vous dire vraiment 2 mots, très rapidement. Après, on aura une petite démonstration, et puis ensuite, on pourra passer au cœur de la conférence. Je m'appelle William, j'ai le plaisir depuis plus de 5 ans d'animer l'équipe du mouvement Up. Le mouvement Up, on a une promesse qui est simple, mais qu'on a à cœur de renouveler chaque semaine, c'est de livrer des clés de compréhension du monde qui nous entoure, de mettre en débat les problématiques, qu'elles soient sociales ou environnementales, et de donner à voir les réponses qui sont adressées à ces problématiques, et notamment de donner la parole à celles et ceux qui incarnent les solutions les plus innovantes. Et vous le verrez ce soir, l'angle de la technologie est évidemment extrêmement intéressant à cet égard. Pour y parvenir, comment est-ce qu'on tient compte et comment est-ce qu'on donne corps à cette promesse ? On organise des événements comme celui qui nous réunit ce soir, les Up Conférences. On a également les Up Café, on a également le Up Fest, on a également Up Factory. Beaucoup d'événements qui visent à chaque fois à inspirer, à apporter du contenu sur l'innovation sociale et sur l'innovation environnementale. On a également un réseau social qui s'appelle Up Campus, up-campus.org, pour que chacun puisse poursuivre les échanges au-delà des événements. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous n'y êtes pas déjà. Et puis enfin, on a des activités de publication, on a des vidéos, on a des podcasts, on a des guides qui permettent d'inciter le passage à l'action. Ces conférences sont gratuites pour le public et grâce au soutien de nos partenaires qui s'affichent à l'écran, que je remercie, j'ai déjà cité Accenture, mais également Aviva, Bouygues Immobilier, Crédit Coopératif, la Ville de Paris, Veolia et Smiley. Et enfin, ces événements sont organisés par le groupe SOS. Le groupe SOS est aujourd'hui l'une des locomotives de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social. On a un écran qui est un petit peu capricieux, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le groupe SOS, on a un site internet www.groupe-sos.org qui vous explique tout ça. Un petit mot sur le groupe SOS, puisqu'on parle de réalité virtuelle ce soir. On a une structure au groupe SOS qui s'appelle Communimage, qui est à la fois une fabrique de cinéma, et je pense que l'un des intervenants sera en capacité d'en dire un petit mot, et qui est également un phare en matière de réalité virtuelle, puisque c'est un lieu, Communimage, qui est situé à Saint-Ouen, qui héberge le premier incubateur européen dédié aux réalités virtuelles. C'est un incubateur, mais il y a également des formations qui sont proposées. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur Communimage, vous tapez Communimage sur Google, et puis vous tomberez sans aucun mal sur le site. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Comme promis, il y a, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on a souhaité joindre le virtuel à la parole, proposer un petit temps de démonstration. Grâce à Accenture, on a entre 7 et 8 casques qui sont disponibles, et on va vous proposer à 7 ou 8 volontaires de endosser ces casques, et puis nos amis d'Accenture vont pouvoir nous expliquer en démo, en réel, et ça sera affiché également à l'écran. Ils pourront vous expliquer ce qui se passe. Alors, tout simplement, ça va être d'une façon malheureusement assez arbitraire, mais on va avoir besoin de désigner, allez, on va dire 7 volontaires, donc ceux qui lèvent la main. Voilà, alors il y en a une au premier rang ici, peut-être au dernier rang. Ce qui va être sympa, c'est aussi de montrer comment est-ce qu'on visualise dans l'espace. De ce côté-là également, s'il y a des volontaires, voilà, au premier rang ici, par exemple. Hop, il y avait ici au premier rang là. Bon, beaucoup de mains qui sont levées, encore une fois, on ne pourra pas forcément satisfaire tout le monde, mais c'est un peu le jeu. Encore un, ok. Encore 2. Tac. Super. Un de l'autre côté là-bas. Voilà, comme ça du coup ça répartit plutôt équitablement donc, dans l'espace de la salle. Et puis je vais laisser la place pour la démo. Et donc on va switcher sur l'écran de démo. Bonsoir.
Non, c'est bon. Ah, peut-être on a un dernier gagnant. Là, c'est pas moi. Je laisse une main innocente. Donc bonsoir. Je m'appelle donc Clément Rinodo, je suis avec Alexios qui est avec moi. On fait partie des Accenture Labs donc depuis plusieurs années et depuis un petit moment maintenant on travaille sur donc la réalité augmentée avec le mot d'ordre qui est la fin de la distance entre les gens. Donc volontairement on a réparti les casques dans toute la salle et l'idée est vraiment de vous positionner comme si vous étiez chacun à un coin du globe, donc à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de distance, les uns des autres, et vous vous retrouvez à l'intérieur d'une salle de réunion virtuelle que vous voyez ici, et donc tous réunis pour débattre par exemple de n'importe quel sujet, ou pour assister à un training par exemple, ou à une formation. Je vais reprendre un peu mon souffle, excusez-moi. Donc évidemment, vous voyez devant vous, donc pour ceux qui ont les casques et pour ceux qui voient aussi l'écran, donc on voit ici donc, que vous avez quelqu'un qui est au pupitre, donc je vais jouer le rôle de cette personne au pupitre. Et donc je vais être un petit peu le maître de cérémonie de cette réunion. Et donc là, je vais pouvoir vous diffuser du contenu. Alors, le premier contenu que je peux vous montrer, par exemple, c'est une vidéo. Un contenu qu'on peut trouver un petit peu partout, on va dire dans des réunions un peu classiques, entre guillemets. Mais aussi, je peux pouvoir vous montrer des slides, d'accord? Donc des PowerPoints. Et surtout, en fait, je vais pouvoir aussi faire en sorte que vous vous parliez entre vous, d'accord? Donc là, pour des raisons évidentes de bruit et de conférence, on va dire, j'ai désactivé le son. Et imaginez que vous pouvez vraiment interagir tous entre vous. Voilà. Un nouveau contenu qu'on va pouvoir, grâce à la réalité virtuelle, vous afficher, va être celui de vous montrer des objets en 3 dimensions à l'intérieur, donc directement de la réalité virtuelle. Donc là, les personnes qui ont des casques sont en train de voir au centre de l'hémicycle dans lequel ils sont posés. Et surtout aussi, une petite valeur ajoutée qu'on a implémentée. Vous voyez ici, vous avez une petite personne qui bouge en live, mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'Alexis qui est à cet endroit donc, de la salle. Et donc, Alexis, je te laisse faire le zouave pour bien montrer qu'on est en direct. Donc, un expert qui peut être n'importe où dans le monde, qui a simplement besoin d'une caméra haute définition pour se connecter à la salle de réunion virtuelle. La caméra fait le contouring elle-même, c'est-à-dire qu'on voit plutôt bien si le fond derrière le permet. Et ensuite, le flux vidéo est envoyé directement à tout le monde en même temps. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre remote expert avec nous, donc on a notre expert à distance et qu'on a notre modèle 3D, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va se téléporter une deuxième fois. On va se téléporter une deuxième fois à l'intérieur du modèle en 3D. Donc là, l'écran va devenir noir normalement. Mais vous inquiétez pas. Et donc là, on se retrouve à l'intérieur des showrooms de Sophia Antipolis, donc là où on invite nos clients à venir débattre de leurs nouvelles idées, de leurs idées innovantes. Donc, avec le viewer, donc avec l'image, donc vous voyez ici une petite rue, donc à droite une vitrine, à gauche une petite échoppe. Si on pouvait voir derrière nous, et ce que j'invite les gens qui ont des casques à le faire, regardez derrière vous, vous allez aussi voir un arrêt de bus, tout est modélisé à 360 degrés autour de vous, évidemment. Et donc là, on peut démontrer donc, les interactions entre les clients, par exemple, et leur environnement, donc des vitrines, des arrêts de bus, etc. Petite deuxième salle, donc voilà, on est dans une visite virtuelle complète de notre showroom ici. Donc je vais passer très très vite sur les zones. Sachez que si jamais vous venez un jour à Sophia nous visiter, on a de quoi vous faire patienter à peu près 3 jours sans que vous vous ennuyiez. Donc on a quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc je fais un tour très rapide de ce contenu, parce que j'aimerais vous parler de l'évolution à la fin. Voilà, donc quelques évolutions très rapides, et on voit toujours Alexis, donc notre remote expert, qui est toujours opérationnel et toujours prêt à aider en live, en direct, donc si jamais il y a le moindre problème pendant la visite. Voilà, donc là on a notre bureau du manager connecté, on va dire. Et enfin là on arrive donc dans la zone industrielle qui
Cette démo est démontrée ici, c'est juste pour montrer à quel point on peut améliorer le travailleur au sens digital du terme. Et aussi démontrer tout ce qui est technologie de scan en 3D par exemple. Et ici un petit peu d'automatisation avec le robot automatique et quelques démos autour de la chaîne d'approvisionnement par exemple. Donc, mettons qu'on ait terminé notre réunion, on va juste se retrouver une dernière fois dans l'hémicycle pour conclure vite fait cette démonstration. Et puis j'aimerais surtout vous parler des évolutions qu'on peut apporter à cette chose, parce que nous dans les labs d'Accenture, l'objectif qu'on se pose à plus ou moins long terme est d'intégrer encore plus de sens humain à l'intérieur de cette réalité virtuelle. Donc on est là, les personnes qui ont vu les casques ont transposé leur vue et leur oui à travers la réalité virtuelle. Nous on va aussi chercher à transférer les autres sens. Donc par exemple on va travailler sur des gants haptiques qui ont des petits moteurs intégrés au niveau des doigts pour vous faire ressentir ce que vous touchez dans la réalité virtuelle. Donc, par exemple, si vous touchez un cube, vous allez sentir ses arêtes, vous allez sentir ses angles, par exemple. On va aussi travailler sur l'odeur. Donc, l'odeur dans un cas d'entraînement, par exemple, de formation. Par exemple, il y a une fuite de gaz quelque part. Le gaz, ça sent. Donc, il faut que dans la réalité virtuelle, pendant la formation, on puisse sentir l'odeur du gaz pour adapter notre comportement en fonction de la présence ou non de gaz, par exemple. On va aussi pouvoir transposer, pourquoi pas, le goût. Alors le goût, bon, à part les cours de cuisine, pour l'instant, virtuels, on n'a pas vraiment d'idées, mais à vos crayons, j'ai envie de dire, on attend que des nouvelles idées. Voilà. Donc je prends pour vous prévenir, si jamais vous avez la moindre question, sachez qu'on sera tous disponibles, tous les deux, à la fin de la conférence, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Puis je vais rendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Voilà, retour dans le réel. Alors, on va pouvoir passer désormais donc à la conférence de ce soir. Je vais demander à Mathieu et puis à nos trois intervenants de venir sur scène pendant que les gens, donc notamment près de Mathilde, Charlotte, récupèrent les casques. Mathieu, tu es fondateur de Silex, dont tu pourras évidemment dire quelques mots. Et puis donc tu nous as fait l'amitié d'accepter d'animer cette conférence. Un grand merci à toi, un grand merci à nos trois intervenants. Je te laisse la télécommande et puis on va repasser sur l'écran de conférence. Et c'est à toi. Bonne conférence à tous. Merci. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Mathieu Vetter, j'ai fondé Silex ID, qui est un média qui fait de la veille et de l'évangélisation. Donc en gros, on essaie d'identifier les tendances, les signaux faibles, de les comprendre et de voir comment ça va impacter nos sociétés, de leur raconter. Donc on va dans le futur, on voit comment c'est et on vient le raconter à travers des ateliers, à travers des conférences, à travers du contenu média. On va parler ce soir de réalité virtuelle, on va parler de réalité augmentée, réalité mixte. Je pense que certains d'entre vous savent la différence entre tout ça, peut-être pas tout le monde, donc je vais très rapidement faire un petit retour là-dessus et qu'on ait les mêmes éléments de vocabulaire pour parler de la même chose. La réalité virtuelle, alors, attendez, j'ai mes petits papiers. La réalité virtuelle, c'est le fait d'avoir un masque, comme ceux qu'on a pu voir là, les masques Samsung, les masques Oculus Rift, les masques HTC Vive, les PlayStation VR. On a un masque au-dessus des yeux et on rentre dans une réalité qui est complètement virtuelle, qui est complètement autre. Vous avez certainement vu au cinéma, en ce moment, il y a le dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, où on a le monde réel qui est un peu pourri, et puis le monde virtuel, on va se réfugier dans l'oasis, vivre plein d'aventures fantastiques. Dans le cinéma, il y a eu plein de films où on parle de réalité virtuelle. Il y a une scène dans Retour vers le futur où il est à table et il a un masque de la réalité virtuelle. On en retrouve aussi dans Strange Days. Alors c'est pas à travers un masque, c'est à travers une sorte de pieuvre qu'il a au-dessus du cerveau et qui lui fait aller vivre les émotions d'autres gens. La réalité virtuelle, c'est assez vieux. En fait, ça date des années 50. J'ai retrouvé le Sensorama, qui était une grosse machine où on mettait la tête dedans et on allait dans un monde virtuel. Il y a eu plein d'essais commerciaux pendant cette période-là.
Je ne sais pas si vous vous souvenez du Virtual Boy de Nintendo, où on avait un masque de réalité virtuelle qui permettait de jouer. Tout ça, ça n'a pas très très bien marché, il y avait quand même beaucoup de problèmes, jusqu'au moment où Oculus a lancé une campagne Kickstarter et a réussi à proposer une nouvelle manière d'aborder la réalité virtuelle. En fait, il a pris tous les éléments et il a essayé d'en faire de garder tout ce qui était bien dans tous les projets et de relancer ça avec du hardware qui coûtait beaucoup moins cher qu'à l'époque. Oculus a été racheté par Facebook. On entend parler de la réalité virtuelle de plus en plus, beaucoup dans des cas marketing, de promotion, beaucoup dans les cas de formation. Ça permet aux gens d'appréhender tout ça. On va en parler aussi un peu ce soir. Et moi, je me pose pas mal de questions à dire, est-ce que c'est vraiment hype ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va durer? Donc ça, c'est pour la réalité virtuelle. Je transfère sur la deuxième, la réalité augmentée. Alors, on est sur une petite variante. La réalité augmentée, c'est que j'ai une couche d'information devant moi. J'ai une paire de lunettes, comme les Google Glass, qui est certainement les plus connus et qui n'ont pas très bien marché. Et j'ai une couche d'information. Donc je vais regarder Sarah et je vais avoir l'information que c'est Sarah, que je la connais de telle époque, etc. En revanche, si je bouge, cette couche d'information va me suivre. Voilà. Donc ça peut être très pratique. C'est pareil, c'était utilisé dans l'armée avant, dans les casques des pilotes des hélicoptères Tiger de mémoire, voilà, où ils avaient de l'information qui était remise sur leur casque et qui leur permettait d'avoir une vision, un cockpit intégré dans leur regard. Il y a certaines voitures, plus ou moins haut de gamme, où ils reprojectent de l'information sur le pare-brise, et donc on a une couche d'informations, pareil, en augmenté sur ce que je vois dans le pare-brise, où je vais avoir éventuellement le trajet idéal, ou l'information sur la vitesse à laquelle je vais, etc. etc. On a un petit peu de business case là-dessus. J'ai noté Tango et Lenovo qui avaient fait des choses dans les boutiques, dans le retail, pour agrandir des magasins. Donc j'avais d'autres informations, j'avais un vélo et je pouvais changer la couleur du vélo et autres. La dernière variation de la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou la réalité mixte, donc c'est cette réalité mixte. La réalité mixte est certainement très intéressante. Pokémon Go est un premier pas vers ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu des années 2016 où on allait à la chasse dans la rue à des Pokémon et puis on essayait de les attraper. Il y a deux technologies qu'on fait par les deux. Magic Leap, c'est la baleine, la vidéo de la baleine là qu'on voit, qui est une start-up de Floride qui s'est lancée, qui est en train de travailler sur un masque. La différence avec la réalité mixte par rapport à la réalité augmentée, donc on va voir la réalité en face de moi, mais je vais avoir par exemple une petite princesse en 3D, et quand je vais me déplacer, la princesse va rester sur la table. Donc je vais pouvoir tourner autour, je vais pouvoir interagir, éventuellement l'agrandir ou autre. Donc si j'ai un objet 3D, ça peut être utilisé dans les formations. On travaille sur un moteur assez compliqué, un moteur d'avion. Je vais avoir le moteur là, on a tous les quatre un masque HoloLens, donc c'est le masque de Microsoft, et je vais pouvoir jouer dessus, agrandir, pouvoir tourner, etc., etc. Je crois qu'on a un cas assez intéressant dont Thomas va nous parler ce soir avec l'HoloLens. Ça, c'est les trois variations. Donc la réalité virtuelle, on est dans un spectre. À un bout du spectre, on a vraiment une autre réalité. On va aller dans un monde différent, on va avoir d'autres informations, on va pouvoir se téléporter ailleurs. La réalité mixte, on va pouvoir greffer de l'information virtuelle dans le monde réel et jouer dessus. Et la réalité augmentée, c'est juste une couche d'information sur la réalité qui va pouvoir nous donner d'autres informations. Voilà, je voulais faire ce petit... Ah oui, alors les grandes questions. Je voulais faire ce petit point pour qu'on ait les mêmes éléments de vocabulaire. Et moi, les questions que je me pose, quand je regarde les courbes du hype de Gartner, c'est que je vois à chaque fois que c'est plein de courbes qui se succèdent, comme si ça a démarré pas réellement, quoi. On avait la réalité virtuelle, il y a eu la bulle, c'est retombé, on a l'Oculus. Les Google Glass, ça n'a pas bien marché, c'est retombé. Magic Leap, c'est retombé aussi. Et je me pose la question, et je vous pose la question de dire, mais ok, derrière le côté hype, derrière le côté un peu impressionnant quand on essaye la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Est-ce que c'est pas un effet marketing? Est-ce que c'est pas un buzzword à la mode? Et puis en fait, il va rien se passer. Et puis, est-ce que sur ces technologies-là, on peut en faire quelque chose de bien?
Est-ce qu'on peut en apporter de l'intérêt général? Est-ce qu'on peut le mettre en mouvement pour apporter du positif? Voilà, des choses comme ça. Donc on a 3 intervenants ce soir qui vont nous aider à éclairer un petit peu ces points-là, mes interrogations et certainement les vôtres. Je vais les laisser se présenter chacun, et puis après on va commencer à discuter. Est-ce que ça vous va comme programme? Ouais. Okay. Et à la fin, on gardera des questions pour vous. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et on les posera à la fin. On est parti? Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là ce soir. Donc, moi je suis Sarah Mariotte, je suis cofondatrice d'un studio de réalité virtuelle qui s'appelle Smart VR, avec une spécialisation sur les enjeux d'impact sociaux et environnementaux. Nous on crée des expériences en réalité virtuelle, donc sur le coup de la première version, donc sous des gros casques, où on pousse plutôt de la 3D, donc de l'image d'animation. Donc on crée des univers virtuels qui vont vous permettre de ressentir des situations qui peuvent être loin de vous. On va essayer d'engager les gens en fait sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément très engagés. On le sait aujourd'hui que le déclic vers l'engagement citoyen aujourd'hui, il est compliqué, qu'il faut sans cesse renouveler les moyens d'action, qu'il faut aller chercher du grand public, que tout le monde ne participe pas encore à des hub conférences. Et pourtant, Dieu sait que ça nous aide aussi à savoir ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, savoir comment agir, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Notre enjeu en créant des campagnes en immersif, c'est d'aller chercher des gens sur des sujets qui vont les toucher, de créer des expériences émotionnelles, immersives, où vous ne pouvez pas être ailleurs que sous votre casque, à la place de quelqu'un d'autre, qui n'est pas dans votre situation et qui n'est pas forcément dans votre confort. Et de ressentir pendant quelques minutes ces difficultés. Et partant de là, de cette expérience qui peut durer 3, 5, 7 minutes, on va engager un certain nombre d'actions pour lui permettre de passer à l'action. Je vais donner un exemple très rapidement. J'allais te demander si tu peux me donner un ou deux exemples. Ça vous paraît très théorique. On s'est créé il y a 2 ans. On a fait une première réalisation, on en a plusieurs aujourd'hui. On a commencé avec de la réalité virtuelle, immersive dès le départ, virtuelle et interactive, et c'est pour ça qu'on a choisi ce mode-là, avec une expérience qui s'appelle Quand je suis partie et qui vous met dans la peau d'un jeune réfugié syrien qui a quitté son pays pour fuir la guerre évidemment. Et vous allez pendant 7 minutes dans la peau de Eyad que j'ai rencontré ici à Paris. On a reproduit en fait un bout de sa traversée en Méditerranée. Donc c'est une expérience qui dure 7 minutes, vous allez comprendre pourquoi il a traversé et comment ça s'est passé pour lui. En étant dans sa peau, vous allez non seulement être sur ce zodiaque avec une quarantaine d'autres personnes, des femmes et des enfants, on a tous vu ces images-là. Est-ce qu'on les a vécues pour autant et est-ce qu'on a été dans l'inconfort de cette traversée? Probablement pas. Donc là, vous avez en face de vous les autres passagers que vous devez mener à bon port. Vous devez être en interactif, donc vous avez des capteurs de mouvement autour de vous avec le casque de réalité virtuelle, donc tous vos mouvements en fait sont suivis. Donc à vous de démarrer le moteur, de conduire le bateau, de redémarrer le moteur parce que les moteurs sont souvent défaillants malheureusement, lancer votre GPS, essayer de trouver des solutions, etc. Donc ça c'est une des premières expériences qu'on a fait, évidemment dans un contexte de crise migratoire, ça je ne vais pas revenir dessus, avec l'enjeu de travailler des associations qui nous ont toujours dit, en fait c'est de plus en plus dur d'interpeller évidemment le public là-dessus. On connaît tous les enjeux politiques, etc. On s'est dit on va pas le prendre dans ce sens-là, on va revenir juste à une humanité fondamentale qu'on doit peut-être avoir face à cette crise migratoire. Et sans donner de jugement ou de donner un message clé, on laisse les associations professionnelles là-dessus, juste faire vivre ce moment et voir si ça peut juste enclencher une conversation différente et essayer d'amener les gens vers autre chose. Alors cette autre chose, il est défini avec les acteurs avec qui on travaille évidemment. Ça peut être une campagne de dons, ça peut être du bénévolat, ça peut être signer une pétition, ça peut être plein de choses qui peuvent définir ou qualifier l'engagement citoyen. On travaille sur d'autres sujets, on parlait de réalité augmentée, on a lancé notre Pokémon Go à nous, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu d'aller chercher aussi un public plus jeune. On a travaillé notamment avec Secours catholique qui avait quelques difficultés à aller chercher un public jeune et engagé. On a monté une chasse aux préjugés. Vous preniez votre petit téléphone, vous vous baladez dans la rue, et il y avait des petits personnages qui allaient apparaître devant vous comme des Pokémon, sauf que c'était les préjugés. Préjugés qu'ont les Français contre les migrants, les gens qui abusent des allocs, et autres. Et donc vous pouviez organiser comme ça dans votre quartier votre chasse aux préjugés. Donc on a fait ce moment de la campagne présidentielle.
Et c'est un jeu qui a plutôt bien marché, parce qu'on a eu plus de 25 000 téléchargements de l'app et de ce jeu sur téléphone. L'enjeu, quand je vous raconte tout ça, c'est vraiment se dire, aujourd'hui, ces nouveaux outils, oui, ils font le buzz, ça c'est sûr, mais du coup, ils sont très attractifs. Et du coup, on peut vraiment se permettre d'aller chercher un public qu'on ne touche jamais aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi on veut travailler. Je te coupe ça, parce que là, tu es parti pour tout nous raconter. À côté de toi, on a Thomas. Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et pareil, nous raconter ton expérience avec le monde virtuel ou le monde mixte? Merci pour cette invitation. Donc moi, je suis Thomas Grégory, je suis chirurgien, je suis chef de service d'un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui se trouve à Bobigny et qui s'appelle Avicenne, qui est évidemment un hôpital universitaire qui est rattaché à l'université Paris 13. En 2014, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Mouveo et qui a pour enjeu de développer des applications médicales, chirurgicales de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Alors, le numérique transforme le quotidien de tout le monde, mais pour ceux qui sont allés dans un bloc opératoire, surtout de chirurgie orthopédique, moi je suis chirurgien de l'épaule, et mon service fait de la chirurgie du membre supérieur et de la traumatologie du sport. Parfois, on a l'impression d'être encore à l'âge de l'atelier de fer forgé. Et néanmoins, on sent les prémices d'une révolution en médecine. Et d'ailleurs, vous entendez partout que le numérique est en train de révolutionner la médecine. Alors en fait, si on veut bien comprendre cette révolution numérique en médecine, il faut diviser cette révolution en cinq éléments. Vous avez très brièvement la télémédecine. La télémédecine, c'est pas simplement je vais consulter mon médecin par Internet. C'est finalement, prenons un exemple concret, vous savez combien d'heures un généraliste devrait lire la littérature scientifique pour se tenir à jour? 450 heures par semaine. C'est évidemment impossible. Et ce qui est impossible pour le médecin seul peut devenir possible si le médecin est aidé d'une intelligence artificielle et donc du numérique. Bon, c'est ça la révolution de la télémédecine. Et finalement, le premier exemple, c'est Doctissimo, c'est-à-dire que des patients qui ont des pathologies rares ou des pathologies chroniques mettent ensemble leur savoir et deviennent parfois plus pertinents que le médecin. La deuxième révolution, c'est les big data. Donc une meilleure connaissance de chaque individu dans son environnement. Jusqu'à présent, on basait les traitements sur finalement des résultats sur une population, donc on avait des jolies courbes gaussiennes, mais avec les big data, on va mieux connaître chaque personne. Donc Mathieu, tu vas bientôt tu peux faire actuellement ta carte génétique, donc on est capable de savoir exactement quels sont tes millions de gènes, et toute la problématique est de définir, à partir de ces millions de gènes, si tu es à risque de développer une maladie et de la traiter avant qu'elle apparaisse. Pour le chirurgien que je suis, les big data, c'est à utiliser des outils connectés, par exemple une montre connectée, et en tirer finalement des données de, si tu as une montre connectée, ta mobilité du membre supérieur, et puis ensuite de pouvoir définir le moment où la pathologie de l'épaule est apparue, et puis ensuite de pouvoir définir évidemment un traitement qui t'est spécifique, puisque je vais connaître ton usage de ton membre supérieur qui est différent du mien. Troisième élément, c'est le patient augmenté, donc finalement le numérique qui permet de pallier à la défaillance d'organes. C'est Carmat, le cœur artificiel, donc des patients qui ont un cœur qui ne fonctionne plus, qui ne sont pas éligibles à la greffe d'organes, et pour qui on met un cœur numérique. Bon, je vais déjà trop parler, puisqu'il y a les deux autres domaines qui nous intéressent ce soir, qui sont le chirurgien augmenté, donc la technologie qui va permettre au chirurgien d'augmenter ses sens. Et en cela, le 5 décembre dernier, à Avicenne, on a fait la première intervention chirurgicale avec les lunettes HoloLens, guidées par les lunettes HoloLens de réalité mixte. On va peut-être en reparler. Et puis le cinquième domaine, c'est évidemment la simulation. Se former, ça paraît dérisoire par rapport à tous les autres domaines, mais
il y a eu un bel article dans le British Medical Journal il y a 2 ans qui montrait que les erreurs médicales étaient la 3e cause de mortalité aux États-Unis. C'est assez trivial, mais si vous avez à vous faire opérer hors urgence, vous allez prendre un chirurgien expérimenté. Qu'est-ce que l'expérience? C'est l'apprentissage par l'erreur. Mais qui veut être le patient sur lequel le chirurgien va échouer pour qu'il devienne meilleur? Évidemment, personne. On prend les volontaires. Et donc il y a un vrai gap à remplir entre la formation qui est actuellement par compagnonnage, c'est-à-dire que j'ai un jeune dans mon bloc opératoire qui va regarder, assister, et puis ensuite qui va lire des choses, mais on sait bien que quand on lit quelque chose, on retient 10% de ce qu'on lit, ou qui va regarder des vidéos d'une technique chirurgicale, mais là encore, quand on regarde une vidéo, on retient 20% de la vidéo. Par contre, quand on s'entraîne, on retient 75% de ce qu'on fait. Mais jusqu'à présent, pour s'entraîner, on allait au laboratoire d'anatomie. Et donc on pouvait s'entraîner éventuellement une fois sur une technique, mais la courbe d'apprentissage, elle nécessite de s'entraîner beaucoup de fois sur toutes les techniques. Et c'est ce gap que la réalité virtuelle est en train de remplir. Et vous avez un exemple? Alors tout à fait. En 2014 est apparu, enfin les Oculus en tout cas dans l'atmosphère générale, puisque avril 2014 c'est le rachat d'Oculus par Facebook, et en 2014 on se dit c'est chouette, on a un système de réalité virtuelle avec des propriétés immersives, et on a bien vu que si on immerge quelqu'un, finalement potentiellement ça a des atouts pour la formation. Donc on l'a utilisé au bloc opératoire. Alors ce qu'on a fait, c'est évidemment, on n'a pas utilisé un casque de réalité virtuelle, parce que comme tu l'as dit Mathieu, si j'utilise un casque de réalité virtuelle, vous l'avez bien vu, je ne vois pas mon patient, donc je ne vais pas opérer à la Gibert Montagnier quand même, ça devient un peu compliqué. En revanche, on a filmé l'intervention chirurgicale avec des GoPro qui étaient placés juste au-dessus de ma tête, et ensuite mon interne, celui qui a assisté à l'intervention chirurgicale, a revécu l'intervention chirurgicale dans les lunettes Oculus. Et c'était là la preuve de concept. Parce qu'il était là, waouh, je vois plus de choses dans mes lunettes Oculus que quand j'étais au bloc opératoire en train d'assister. Parce que j'étais à côté, l'incision était toute petite, vous travaillez au fond d'un puits. Là, j'étais à votre place avec des super pouvoirs, puisqu'avec les caméras grand angle, vous pouvez évidemment voyager dans un angle de vision beaucoup plus large. Alors ensuite, en 2016, on a fait le premier jeu sérieux d'une intervention chirurgicale. Donc, comme on fait aussi la traumatologie du sport, on fait aussi un peu de chirurgie du genou. Donc c'était sur une prothèse de genou. On a fait un jeu sérieux d'une intervention chirurgicale de prothèse totale de genou. Pour mettre une prothèse de genou, il faut 35 étapes. Donc moi je me souviens la première fois qu'on m'a dit demain tu vas faire ta première prothèse totale de genou. J'ai pris la technique opératoire et je l'ai apprise par cœur. Et puis la nuit, j'ai rêvé que je faisais l'intervention chirurgicale. Et donc je me suis dit, au lieu de le rêver, je veux le vivre dans un jeu. Et donc on a fait ce jeu de l'intervention chirurgicale, et avec 2 manettes, on était capable d'interagir et finalement de comprendre, d'intégrer les différentes étapes avant de les faire. Là actuellement, on est en train de s'attaquer à un enjeu qui est encore plus important, qui est celui des infections nosocomiales, où on met en place un jeu sérieux d'apprentissage du lavage chirurgical des mains. Et ça, c'est fondamental, parce que finalement, ces jeux sérieux en réalité virtuelle, ils remplissent les 3 piliers de la formation en médecine, qui sont la répétition, on peut répéter autant de fois qu'on veut, sans risque, qui sont le caractère immersif, la succession d'étapes qui peut être faite de façon très réaliste, avec des scores qui peuvent être donnés, qui peuvent être validés, qui peuvent valider ce que l'on fait. Et enfin, Sarah l'a bien dit, la motivation. Tout le monde, ceux qui ont des enfants savent que s'ils ne sont pas motivés, ils n'apprennent rien. Et dans la motivation, il y a cette espèce de gamification de la réalité virtuelle qui est vraiment intéressante. Merci, merci des beaux exemples de mise en pratique. On va continuer à en parler. À côté de toi, Pierre-Emmanuel. Alors Pierre-Emmanuel, tu nous emmènes dans un autre domaine encore. Okay, est-ce que tu peux te présenter et puis raconter également ton expérience avec le monde virtuel, mixte ou augmenté?
Oui, alors je suis ravi d'être là avec Sarah et Thomas, parce que déjà j'apprends plein de choses. C'est pas du tout mon domaine, en tout cas la chirurgie. Et non, moi j'ai une expérience qui est tout autre. Je viens plutôt du monde de l'audiovisuel, du cinéma en particulier, puisque je suis fondateur d'une société qui s'appelle La 25e heure, qui produit des longs métrages documentaires et des fictions. Et en l'occurrence, ce qui nous a amené à faire de la réalité virtuelle, c'est une expérience qu'on a eu la chance de vivre auprès de Thomas Pesquet, donc l'astronaute français, qu'on n'a plus besoin de présenter. Et il y a quelques années, on avait produit un documentaire sur un astronaute allemand. Quand on a appris que Thomas Pesquet partait dans l'espace, on l'a contacté avec ce souhait de faire plusieurs formes narratives, plusieurs types de supports de diffusion. Donc ça allait d'abord de la télé, qui est un support assez classique, qui a des intérêts en termes d'information, qui est quelque chose d'assez grand public. Ça passe aussi par le planétarium et les écrans géants. Et au fur et à mesure des tournages, étaient en train d'apparaître des nouvelles technologies de prise de vue que sont la réalité virtuelle. Et nous, ça nous intéressait d'utiliser cette technologie, puisque pour faire vivre l'expérience au mieux et de façon assez innovante de ce que c'est que de vivre dans l'espace, c'était très intéressant d'explorer les modes de narration que permettait la réalité virtuelle. Et donc on a trouvé des moyens de tourner à terre, d'une part, les entraînements de Thomas Pesquet en réalité virtuelle, et puis faire en sorte que Thomas non seulement filme les formats flat, donc une image plate pour le cinéma et la télé, des images sphériques pour le planétarium, et puis des images totalement sphériques pour la réalité virtuelle. Donc c'était un gros défi technique, on était les premiers à faire un tournage en réalité virtuelle dans l'espace, et notre souhait c'était, au-delà du défi technique, explorer des nouveaux modes de narration qui nous permettent de toucher le public de façon un peu différente et d'aller vers un plus en termes d'émotion. Donc là l'idée, un peu comme le projet de Sarah, c'est d'être glissé dans la peau de Thomas Pesquet, avec les mêmes enjeux, mais quoique il y a aussi des enjeux intéressants en termes de convaincre des personnes de faire le métier de Thomas Pesquet, donc créer des vocations, susciter des vocations de scientifiques, pourquoi pas, de chercheurs, d'ingénieurs aéronautiques, et par ailleurs réussir à faire ressentir quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotion un peu impalpable, notamment ce qu'on appelle l'overview effect. L'overview effect, c'est la sensation que ressentent les astronautes en sortie extravéhiculaire, cette sensation assez étrange de se ressentir comme faisant partie de Gaïa, de cette bulle de vie, en même temps ressentir sa fragilité, percevoir cette fine couche d'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose qu'il est assez difficile de faire ressentir simplement par de l'image plate. On va utiliser de la musique pour ça, pour ajouter un complément d'émotion, mais ce qu'on voulait, c'est vraiment faire percevoir au mieux aux spectateurs cette émotion, et la réalité virtuelle nous le permettait. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec notre film. Et donc le film fait 2 fois 15 minutes, une partie entraînement, une partie mission dans l'espace, avec, on va dire, un climax à la fin sur cette sortie extravéhiculaire, et on l'espère, le partage de cette émotion de l'overview effect. Est-ce qu'on peut le voir, le film? Alors là, on est en train de le finir. Il est encore en post-prod. On le sort, on le termine demain, puisque pour le présenter à Cannes dans 10 jours, les 2 parties, donc les 2 fois 15 minutes. Et donc il sera visible assez rapidement après, j'espère, dans d'autres festivals, et puis sur l'application qu'on met en place avec France Télévisions, sur un site internet en réalité virtuelle, qui est du 360, dans lequel on va scroller pour voir les différentes phases de l'image. Donc c'est moins immersif. Nous, évidemment, on favorise la consommation du contenu par des cases de réalité virtuelle. Merci. Et je voulais faire une petite précision sur aussi une déclinaison qu'on est en train de faire qui est plus courte, qui va faire 5 minutes, mais où il y a une exploration aussi intéressante en termes de ressenti, au-delà de l'émotion mais des sensations. C'est sur un fauteuil dynamique qui va nous permettre de faire ressentir des vibrations à des moments opportuns, au décollage de la fusée par exemple. Et donc ça rajoute une couche émotionnelle, sensorielle qui est assez intéressante, et donc on explore aussi ces modes de narration sensoriels, et c'est assez passionnant, et il y a plein de défis techniques sur lesquels on pourra revenir, tout le workflow de post-production, les défis narratifs, la gestion des effets secondaires potentiellement, qu'il faut faire assez attention. Je vais vous poser une première question. On a donc 3 territoires d'exploration différents. On va avoir 3 points de vue différents. C'est assez excitant. On a beaucoup parlé d'immersion. On voit d'ailleurs que c'est des degrés d'immersion un peu différents. De l'immersion qui peut être interactive, qui peut être plus contemplative. Quels sont les avantages à créer de l'immersion? Pourquoi pour vous c'est important d'avoir cette dimension immersive? Est-ce qu'il y en a qui veut se lancer? Sarah?
Alors, c'est vrai que quand on travaille dans la VR, l'immersion, c'est le principe de base, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est intéressant de travailler sur l'immersion? Déjà, vous avez, quand vous êtes sous un casque de réalité virtuelle, vous avez un taux d'attention de 100%. Par rapport à n'importe quel autre média, c'est vrai que c'est unique, à part à enlever son casque, mais on sait que les expériences immersives, on va solliciter un maximum de sens, vont créer plus d'impact chez les participants. Donc quel que soit le contenu qu'on va véhiculer, on sait qu'on va être beaucoup plus malin pour toucher les gens. On a évidemment, on n'est pas juste, alors on peut être juste spectateur, mais on est spectateur d'un environnement qui est déjà à 360 degrés, donc c'est quand même extrêmement intéressant. On va avoir le son qui va être sollicité évidemment. Nous, on a une couche d'interactivité puisqu'on travaille essentiellement sur des expériences interactives, donc on passe par de la 3D et non pas par de la vidéo 360, parce que sur de la vidéo 360, vous ne pouvez pas toucher et modifier ce contenu, alors que quand vous êtes en 3D, vous pouvez toucher les objets, les manipuler. Et pourquoi nous, on travaille sur... Tout le monde m'a dit, pourquoi tu n'as pas embarqué une caméra 360 sur les traversées en disant que ce serait beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus intéressant, ce serait des vrais migrants, ça va plus toucher les gens. Donc c'est un point de vue. En fait, c'est très intéressant de faire de l'action genre, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait, on apprend mieux, on retient mieux, on est plus touché, c'est-à-dire qu'on sollicite d'autres sens aussi, on met le corps en mouvement, on crée des vraies sensations chez les gens. Donc coupler de l'immersion visuelle plus un certain nombre d'actions va juste permettre de passer des messages plus fortement, tout simplement. Plus d'empathie. Créer plus d'empathie, alors après, ça c'est en fonction de vos contenus, sur la réalité virtuelle de façon générale, pas forcément. Nous, c'est vrai qu'on considère que l'empathie est une des qualités essentielles aujourd'hui de passage à l'action vers l'engagement citoyen. Notre capacité à se mettre à la place d'eux. Et ça, la réalité virtuelle le permet évidemment de façon inédite, c'est unique et exclusive. Il y a même des hurlements derrière moi qui sont assez inquiétants dans la rue. C'est des fans. De Thomas Pesquet. Pierre-Emmanuel, Thomas, est-ce que vous voulez rebondir? Moi, je fais un métier où l'important, c'est de capter l'attention de spectateurs par l'émotion. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et tout comme Sarah, mon souhait à travers la société que j'ai créée, c'était de à la fois réussir à divertir et puis à toucher un grand public, mais en même temps d'essayer de faire changer un regard sur le monde. Donc ça peut être des sujets très politiques, ça peut être des choses plus scientifiques, là en l'occurrence, mais qui aussi sont porteurs d'émotions. Donc forcément, le fait de mettre dans une bulle un spectateur, de l'isoler vraiment de son quotidien, de sa réalité, ça participe de cette, de ce renforcement de l'émotion qu'il va pouvoir vivre, ressentir. Et donc, oui, je pense que c'est un outil qui est extrêmement pertinent dans cette optique-là, en tout cas. Thomas, toi, ton cas est un peu différent, parce qu'il y a un côté apprentissage, où on va avoir quelqu'un qui va recevoir, mais il y a aussi celui qui a le cockpit augmenté, quand vous avez fait cette opération avec de la réalité mixte. Alors, juste avant de parler, effectivement, je n'en ai pas parlé suffisamment tout à l'heure. Pour la réalité virtuelle, deux choses. Je mentionnais tout à l'heure que c'était vraiment un atout fondamental pour la formation, pour la simulation. Les besoins en formation médicale et chirurgicale, ils sont énormes. Il y a beaucoup plus de gens à former que de capacités de formation avec des formateurs. Je ne parle pas simplement en France, mais vous avez des pays émergents. Vous avez l'Inde qui est en train d'instaurer un système de protection sociale. Donc tout d'un coup, vous avez un patient qui avait une douleur intolérable de l'épaule, mais qui n'avait pas de quoi payer ses soins, et qui vivait et qui mourait avec ses douleurs de l'épaule. Tout d'un coup, il a accès à un système qui, globalement, va lui rembourser une partie des soins. Donc vous avez l'Inde, vous avez la Chine qui est dans le même process. Tout d'un coup, ces pays ont besoin de 100 fois, 150 fois, 1000 fois plus de chirurgiens. Évidemment, les capacités formatrices de ces pays, elles sont très réduites, ce d'autant que la plupart du temps, c'est des chirurgiens qui sont venus se former en Occident ou aux États-Unis. Donc il y a un vrai besoin énorme de formation, et
La deuxième des choses, c'est que les simulateurs en chirurgie, je vous ai parlé de gap à combler entre première fois sur un patient et formation traditionnelle classique, mais c'est finalement un Graal qui est cherché depuis 30 ans en chirurgie, et on faisait jusqu'à présent des simulateurs. Le problème de ces simulateurs, c'est un problème de diffusion de l'innovation. On faisait un simulateur pour apprendre à faire de l'arthroscopie. Donc on mettait des heures et des heures, des centaines d'heures de développement, et on avait des machines qui coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros, donc qui étaient confinées à certains centres, et finalement très peu de gens y avaient accès. Là, on a du hardware, de la technologie qui est développée dans d'autres domaines que ceux de la médecine. Mais du coup, en médecine, on a juste à créer des applications médicales. Ça réduit les coûts de formation, de création de ces simulateurs de façon également énorme, et ça va permettre, et c'est en train de permettre, une diffusion de cette innovation. Alors, on peut parler du cockpit si vous voulez. Alors, moi, ma question, c'était quel avantage on a à créer cette expérience immersive. Donc, on a vu, ça peut favoriser l'empathie dans le cas de Sarah, ça peut permettre de créer plus d'émotions, de mieux sensibiliser dans le cas de Pierre-Emmanuel. Dans ton cas, quel est l'intérêt d'aller faire une expérience immersive ? Eh ben, c'est de se mettre en situation et finalement de faire le geste sans avoir ensuite de conséquences en cas d'erreur de ce geste. Ça, c'est sur la partie formation. Donc plutôt sur la réalité virtuelle. C'est uniquement sur la réalité virtuelle. La réalité mixte, alors la réalité augmentée, on s'y intéresse depuis Objectif Lune et Tintin. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce d'image. Vous avez les Dupont qui passent derrière un écran et vous voyez leur squelette osseux. Pour l'orthopédiste, c'est vraiment le Graal. Pouvoir voir le squelette osseux de ces patients à travers la peau du patient. Et en 2015, on avait fait d'ailleurs un essai avec le casque d'hélicoptère des pilotes de combat de chez Thales, qui s'appelle le Top-Owl. Mais là, c'est de la réalité augmentée. Alors, évidemment, ça devait se faire chez Thales, donc on ne pouvait pas opérer chez Thales, on ne pouvait pas amener un cadavre chez Thales, donc on avait décidé d'amener un jambon de Bayonne. Mais l'expérience était assez concluante, parce que quand on avait le casque, on voyait le squelette, l'os du jambon à travers le jambon. Et alors, ça vous fait peut-être sourire, mais quand vous montrez cette petite vidéo à un orthopédiste, il trépigne sur son ciel. Il dit, quand est-ce que j'ai ça au bloc opératoire ? Le problème... Opérer avec des gens avec des casques. Mais oui. Donc ça fait quand même un certain temps qu'on réfléchit avec Moveo sur comment faire pour amener cette technologie au bloc opératoire. Et c'est vrai que l'année dernière, on nous a présenté le casque HoloLens de Microsoft, qui n'est pas un casque, qui est un vrai ordinateur. Et on interagit avec cet ordinateur, soit par commande vocale, soit pas simplement des gestes qui sont faits devant les lunettes, devant l'ordinateur, puisqu'il y a des caméras qui reconnaissent les gestes. Mais pour le chirurgien, ça prend tout son sens, puisque quand il est au bloc opératoire, il est complètement stérile. Il ne peut pas interagir avec un ordinateur via un clavier ou une souris. Tout d'un coup, il a un ordinateur, il peut interagir avec cet ordinateur. Et donc on a fait cette première mondiale, qui était la première intervention, c'était une prothèse totale d'épaule que l'on plaçait avec... j'avais les HoloLens sur la tête. J'avais donc accès à l'imagerie 3D du patient, donc je pouvais aller piocher sur ce qu'on appelle le PACS, qui est simplement la librairie d'imagerie de l'ordinateur. La reconstruction 3D. Dans une épaule, il y a deux parties. Il y a l'humérus, l'os du bras, qui est assez facile d'accès, et puis il y a derrière l'omoplate. Et l'omoplate, il est profondément enchâssé dans le thorax. Il est complètement entouré par des muscles, des tendons, des nerfs qui sont un peu importants. Et finalement, on doit remplacer une surface articulaire qui est détruite et qui est déformée dans les trois plans de l'espace sans avoir à aucun moment de repères fiables pour corriger la déformation spatiale. Là, tout d'un coup, j'étais capable d'aller chercher l'imagerie de la patiente, d'aller la mettre, puisque par simple mouvement, mon hologramme de l'omoplate, je peux le bouger, et je peux le placer, faire correspondre les deux surfaces, c'est-à-dire la surface visible de l'omoplate et puis la surface correspondante de mon hologramme, et voir en transparence tout l'omoplate de mon patient.
Alors on avait créé d'autres applications pour l'occasion. Premièrement, on avait la technique opératoire. Je vous ai parlé de la complexité de la technique opératoire. On avait la technique opératoire sous forme holographique qui était développée. Donc à tout moment, je pouvais me référer à l'étape à laquelle j'étais. Et puis en plus de ça, cette technique opératoire, on l'avait développée en planifiant la position voulue de la prothèse pour l'anatomie de cette patiente. Parce qu'évidemment, la prothèse n'a pas une position standard, elle a une position voulue qui dépend de la morphologie de chaque patient. Donc finalement, à chaque étape de l'intervention chirurgicale, je pouvais comparer ce que je faisais avec ce que je devais faire sous forme holographique de façon 3D, avec mon assistant qui portait également des HoloLens et qui voyait exactement ce que je voyais, et en plus de ça, avec 3 chirurgiens, parce que j'avais également ouvert Skype, l'application Skype, c'est un ordinateur qui est développé par Microsoft, et qui a une application qui s'appelle Skype, on ouvre Skype, et j'avais 3 chirurgiens, un aux États-Unis, un en Angleterre et un en Corée du Sud, qui assistaient à l'intervention chirurgicale et qui voyaient exactement ce que je voyais, avec qui je pouvais collaborer et qui pouvaient même ajouter à mon champ visuel des images qu'ils mettaient sur leur ordinateur, puisque c'était derrière leur ordinateur. Des smileys, des smileys, surtout pas, des grosses croix, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais il y a un parallèle qui est très simple pour comprendre l'effet extraordinaire que cette première a suscité, pas simplement chez nous, mais dans le monde chirurgical, c'est que tout d'un coup, on avait, nous chirurgiens, notre cockpit, à l'instar du pilote d'avion. Pilote d'avion, quand vous prenez l'avion, vous ne choisissez pas votre pilote d'avion. Vous savez qu'il a de la technologie dans son cockpit qui lui permet de décoller et d'atterrir dans une fusée. Voilà. On n'est plus... on n'est pas à la période de Saint-Exupéry. Puis Saint-Exupéry, il a beau être hyper talentueux, il s'est quand même tué en avion. Donc on sait qu'il a un cockpit. Jusqu'à présent, nous, on ne pouvait pas avoir de cockpit parce qu'on était obligé d'être complètement stérile. On ne pouvait pas manipuler les outils du cockpit. On pouvait les avoir vraiment à distance, mais c'est tout. Là, tout d'un coup, on a notre cockpit chirurgical. On a créé quelques applications, on a fait une preuve de concept. Actuellement, on est en train de créer des outils qui vont être diffusés pour que ce cockpit de chirurgien, il sécurise le vol chirurgical et puis il assure également plus de précision à l'acte. J'ai une petite question pour vous. On a évoqué 3 technologies différentes. La réalité virtuelle avec les gros casques, avec une technologie qui est arrivée à un premier stade de maturité. On a 3 fournisseurs qui ont mis des casques sur le marché. La réalité augmentée, la réalité mixte, on a principalement HoloLens, mais qui n'est pas encore sur le marché, qui est uniquement pour les développeurs. Quelle est la technologie qui va gagner? Dans quoi faut investir? Attention, il y a une question piège. Si on était investisseur, on ne serait pas là. On jouerait au golf. Aujourd'hui, c'est quand même... je ne suis pas complètement convaincue de ce premier stade de maturité atteint. Honnêtement, on est quand même sur des casques Oculus qui sont apparus en 2014 dans ces premières versions. Donc ça reste des casques et des technos qui sont très jeunes et qui évoluent extrêmement vite. On le voit. Surtout depuis l'année dernière, où on a quasiment un nouveau casque tous les 6 mois et des évolutions majeures qui sont très rapides. Il y a des choses qui vont plus vite que d'autres. Tout le monde, et notamment Apple, avait parié sur les casques les plus légers qui marchent avec smartphone, donc ceux de la démo par exemple de tout à l'heure, en se disant ils vont être moins chers, et puis tout le monde est déjà équipé d'un smartphone, donc du coup il faut partir là-dessus, parce qu'effectivement ça va pouvoir se déployer beaucoup plus rapidement. Ça c'est en partie vrai, c'est-à-dire pour lire de la vidéo 360, pour lire ton film par exemple, je pense que c'est des médias qui sont extra parce qu'on peut vivre de la réalité virtuelle et de la 360 facilement. Et voilà, un Samsung Gear aujourd'hui, je crois que c'est 20 €, les premiers cardboard en carton, et c'est la petite lunette low cost de réalité virtuelle, vous mettez votre téléphone à l'intérieur, c'est 5 $ aujourd'hui, donc ça c'est intéressant de les avoir développés. Maintenant c'est vrai que quand on parle là de choses plus technologiques, d'immersion, on va plus loin, d'interaction avec des objets 3D, on va être plutôt sur effectivement l'HoloLens qui fait encore ses preuves de concept, effectivement qui n'est pas accessible à du grand public, qui travaille vraiment sur des applis B2B qui évoluent très vite. Après c'est bon, entre Oculus, HTC Vive et autres, honnêtement je pense que c'est équivalent.
c'est des casques qui doivent vraiment baisser en prix, mais qui procurent, en tout cas à mon niveau, je pense, l'immersion la plus forte aujourd'hui, sur toutes les expériences qu'on voit, mais qui coûtent encore trop cher. Et encore, le casque baisse. Aujourd'hui, on a eu des casques entre 500 et 700 euros, hein, pour vous donner un ordre d'idée, mais qui demandent d'être branchés à un ordinateur avec des performances graphiques très élevées. Donc, grosso modo, vous avez quand même au moins 1500 à 2000 euros de casque. Donc, package tout compris, c'est vrai que le grand public ne l'offre pas encore, n'y a pas encore beaucoup accès. Et ça, c'est le vrai frein. En tout cas, moi, c'est mon premier frein aujourd'hui pour le développement de ce qu'on fait. Alors, ma question n'était pas comme ça exactement, mais ton intervention était parfaite. C'était plus de dire quelle est la techno que je dois utiliser pour faire quoi. Est-ce que la réalité mixte va être le grand gagnant et tout le monde va faire de la réalité mixte, et en fait la réalité virtuelle va disparaître parce que c'est plus lourd à porter et autres, ou on va avoir un usage différent en fonction de ce qu'on attend. J'oriente un peu ma question. Ouais, alors, du coup, pardon, je complète ma réponse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des technos qui vont continuer d'avancer de façon parallèle. Clairement, les réalités mixtes, on voit des applications beaucoup plus B2B, beaucoup dans la médecine, beaucoup dans la conception industrielle, où on va vraiment partir avec des HoloLens, voir des pièces assez compliquées, et on va venir augmenter des choses en 3D. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est les développements les plus forts qu'on voit. Ensuite, le côté très mainstream de diffusion du contenu, si vous voulez toucher du très grand public, on sera plutôt sur la réalité augmentée, les casques low cost, c'est sûr. Les garçons, votre avis? Moi, à mon sens, ce qui va devenir le moins cher à produire en termes de contenu, ça restera la réalité virtuelle au sens de l'image à 360. C'est déjà en train de se démocratiser. On peut acheter un smartphone avec une petite caméra, Samsung ou autre. Donc, le problème premier qui se pose pour développer un business, c'est qu'il y ait des contenus et donc une consommation de ces contenus, une monétisation. Donc moi, dans mon secteur, je vois en tout cas qu'il y a de plus en plus de projets qui sont en train de se développer, mais le premier frein qu'on a eu, c'était que les constructeurs ne finançaient pas les produits. Donc forcément, s'il n'y a pas de programme à regarder sur un casque, on n'a pas envie d'acheter le casque. Et on s'est retrouvé confronté avec parmi les leaders, notamment en France, ils ne sont pas 15 000, à qui je disais, mais on a un projet sur Thomas Pesquet, est-ce que ça vous intéresse pour vos casques que vous êtes en train de développer? Et ils me disaient, bah non, nous on veut vendre des casques. Attendez, vous n'allez pas vendre des casques si vous n'avez pas de programme dedans. Enfin, c'était assez ahurissant comme réponse. Et donc là, les signaux intéressants, c'est d'abord pour les diffuseurs classiques, il y a Arte qui s'y est mis parmi les premiers, qui étaient déjà sur les nouveaux médias classiques, les webdocs, etc. Maintenant, il y a France Télévisions qui s'y est mis, ils ont mis pas mal d'argent sur notre projet, donc c'est un signal intéressant. TF1, ils font pas grand-chose, ils font de la captation, ils vont mettre une caméra 360, mais ils financent pas vraiment des contenus avec des budgets conséquents. Mais je pense que les GAFA étant en train d'essayer de faire en sorte de développer ce marché-là, Facebook notamment avec ce qu'ils sont en train de faire comme réseau social en réalité virtuelle, donc ils vont injecter à mon avis de l'argent réellement dans les contenus. Ça aura d'autant plus de sens que les devices maintenant sont de meilleure qualité, on commence à avoir des écrans qui suivent vraiment pas mal, alors qu'avant c'était quand même très pixelisé. Et donc j'y crois, et d'autant plus qu'on a des signaux intéressants qui sont le fait qu'il y ait des MG qui commencent à être mis. Les MG, c'est des avances sur les recettes, donc pour l'exploitation future des programmes, et ça commence à exploser. Il y a un projet qui s'appelle Sphère, par exemple, qui est un projet sur les trous noirs avec la voix de Jessica Chastain. Il y a 1 million qui a été mis sur la table. Là, ça commence à devenir pour un écosystème, quelque chose qui devient cohérent pour financer des projets d'envergure. Donc maintenant, on va voir, est-ce qu'effectivement il va y avoir une baisse des prix, mais si c'est baisser les prix des casques sans qu'il y ait une augmentation du niveau de qualité, ce sera à mon avis un mauvais choix. Il faut qu'il y ait une gamme importante de casques, que tout le monde puisse faire au moins une première expérience, puis après monte en gamme, mais que les contenus suivent. Et donc là, on a besoin de tout le monde, et puis ça peut être des investisseurs privés qui s'y mettent, ou qui passent par la réalité mixte ou autre chose, et qui commencent à découvrir l'intérêt de diffusion avec ce genre de contenu. Et puis je pense qu'il y a une porosité en tous les cas entre les trois. Et s'il fallait miser, moi j'ai envie de miser sur ce qui est mon cœur de métier, donc raconter des histoires. Pour moi, c'est pas pareil de raconter une histoire en réalité mixte ou autre chose, parce que le spectateur, comme on dit, a une telle marge de manœuvre que j'ai le sentiment en tant que scénariste de ne pas pouvoir vraiment le guider dans l'émotion que je veux lui faire passer. Voilà. Donc c'est pas exactement les mêmes types de contenus qu'on va diffuser, donc on ne peut pas parler exactement de concurrence. Maintenant, s'il faut évaluer ce qui va le plus marcher... C'était une question provocatrice. Voilà. Oui, non, mais je bien de votre réponse. Les propriétés sont différentes.
la réalité virtuelle, c'est des propriétés d'immersion, et donc alors des propriétés que nous on n'utilise pas, mais qui sont utilisées dans le cinéma, qui sont de faire passer des émotions. Bon. Alors pour la médecine, il y a des propriétés d'immersion qui sont indispensables pour la formation. La réalité mixte, c'est du chirurgien augmenté. Ça augmente l'essence du médecin, en tout cas, ou de celui qui le porte, puisqu'il a tout d'un coup son intelligence qui est augmentée par les algorithmes mathématiques de l'ordinateur, et puis il a ses yeux qui sont augmentés, il peut voir des choses qu'il ne pourrait pas voir sans. Donc là, ça a un vrai bénéfice dans la procédure. Chacune des technologies a des limites. On peut parler de la limite, en tout cas que moi j'ai rencontré de la réalité virtuelle, qui est que parfois il faut s'accrocher. Parfois il faut mieux prendre le bateau plutôt que de un petit mal de mer. Donc si vous regardez un film de bateau dans la réalité virtuelle, là c'est... Je vous inviterai à vivre un film qui se passe dans une fusée, et bon, voilà, c'est une question de dosage. Et l'inconvénient de la réalité mixte telle qu'elle est présentée actuellement, c'est le poids. Parce qu'au bout de 30 minutes, 45 minutes, l'ordinateur il pèse un petit peu lourd sur le front, sur le nez. Et donc c'est des limites. Est-ce que ça va empêcher la diffusion? Je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans la révolution numérique. Globalement, elle a commencé avec l'ordinateur pour tous dans les années 70. Elle s'est accélérée avec Internet en 2000. Elle s'est encore accélérée avec les smartphones en 2007, et là on est dans la phase de la révolution numérique, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, avec en plus l'intelligence artificielle, on peut y croire ou pas y croire, mais aussi, à mon avis, qui va booster ces technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Moi, si j'étais investisseur, j'investirais dans les contenus surtout, les contenus qui vont pouvoir s'adapter aux évolutions du hardware. Tu veux dire quelque chose ? Non, mais je trouve que c'est vraiment un point intéressant, parce qu'il y a 10 ans, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est gadget ou pas, la VR, je trouve qu'il y a 10 ans, là, on avait une vraie révolution qui était le smartphone, qui était une révolution technologique et d'usage, et de ce que je vois moi aujourd'hui en travaillant dans des studios VR, c'est qu'on a, pour moi, la même tendance, c'est-à-dire que la VR, c'est pas juste un gadget, on a une révolution technologique hyper forte, c'est-à-dire en termes de hardware, d'outils, mais on a aussi une révolution en termes d'usage, c'est-à-dire que ça peut vraiment transformer, pour moi, notre rapport au monde, la façon dont on appréhende les choses, la façon dont on réagit avec de l'univers réel et virtuel. Donc il y a des avancées qui sont majeures, et si tu regardes les chiffres, alors après, est-ce qu'ils vont se révéler vrais ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, Goldman Sachs ressortait une étude il y a 6 mois environ, qui disait d'ici 2021, on a le marché de la VR qui dépasse celui de la télévision en termes de chiffre de business. Donc c'est quand même assez dingue en termes de révolution, et ça c'est 2021-2022, donc c'est demain en vrai. Ouais. Je suis assez d'accord sur cette idée de révolution où on a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître, de nouvelles manières de raconter, de faire vivre des choses, de créer de l'immersion. Et en vous écoutant, je me dis en fait il y a des nouvelles expertises qui sont en train de naître. Comment créer une expérience avec une immersion qui fonctionne en gérant la charge cognitive, le fait de ne pas avoir trop d'informations, où mon cerveau il ne suit plus parce que j'ai trop d'informations qui m'arrivent, le fait de créer des gameplays, c'est un vocabulaire qui vient du jeu, mais quand on crée des interactions et autres, il faut réussir à que ce soit fonctionnel et que le user interface fonctionne bien. Si pendant une opération je dois lever la main pour ouvrir un dossier alors que je dois avoir les mains là, on fait beaucoup de gym pendant l'opération, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez justement de ces nouvelles expertises? Quelles sont-elles et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas bien ce que j'en pense. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, nous, on est en train d'essuyer un peu les plâtres de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer depuis l'écriture d'un projet jusqu'à sa post-production. Et à chaque fois, c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, sur l'écriture, c'est pas la même chose de proposer à quelqu'un un plan de 10 secondes en VR qu'un plan de 10 secondes en écran flat, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à voir. Donc, forcément, la narration, elle est plutôt plus lente. Les questions qui se posaient, enfin je rentre un peu dans la cuisine, mais je vais essayer de faire vite, c'était la question de pouvoir passer d'un mode subjectif à un mode objectif.
Nous, on était dans la peau de Thomas Pesquet, c'était la promesse, mais à un moment donné, on va pas rester tout le temps dans la peau, puis on a envie de le voir. Donc si on est dans sa peau, on le voit pas. Donc il fallait trouver un moyen d'alterner, et nos diffuseurs, dans un premier temps, nous disaient, mais non, il faut être subjectif tout le temps. J'ai essayé de leur dire, non, mais on va alterner. On a alterné, et ça fonctionne. Donc c'est tout bête, ça paraît, ça fait 100 ans qu'on fait du cinéma, qu'on alterne les points de vue, mais en VR, c'était pas encore évident. Donc ça, c'est un problème de narration, de point de vue. Et puis ensuite, c'est les défis techniques que sont le stitching, c'est-à-dire le fait de coller des images. Parfois, c'est très compliqué quand on a des personnages qui traversent différentes optiques, ça devient compliqué de les coller. Il y a des problèmes de son, puisqu'on utilise du son binaural pour bien localiser d'où vient la source du son. Ça, c'est des défis aussi. Et puis après, en post-production, il y a une inflation des coûts, les images sont très lourdes à traiter. Enfin, et puis surtout, on se retrouve confronté au device final où l'image est très compressée pour être, par exemple, diffusée sur un smartphone, donc via Internet. On a travaillé une image qui est sublime en 4K, 8K. Et là, c'est ce que je suis en train de découvrir. L'image, elle est complètement ratatinée, elle est divisée par 300 quasiment, par d'un Tera 5, et on finit à 300 mégas à la fin. Et on est très déçus. Voilà. Alors, ce sera intéressant de diffuser ces belles images sur un écran d'ordinateur, par exemple, mais c'est pas l'idée que je me fais de la consommation du contenu que je suis en train de produire. Donc voilà, c'est tout un tas de métiers qui n'existaient pas il y a 3-4 ans. Du coup, ça devient compliqué de trouver ces gens. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est une nécessité de formation, justement, pour rejoindre un peu le débat qu'avait lancé Thomas sur un autre secteur. Mais, donc il faut vraiment former, il y a des choses qui se font. Comme Image, justement, le lieu où je suis, il y a de la formation qui se fait sur ces spécialisations. Et c'est passionnant comme défi, et je pense qu'en France, justement, en termes de business, on est parmi un peu les pionniers, parmi les nations un peu leaders là-dessus, et qu'il y a beaucoup de choses à faire assez passionnantes, et voilà, continuons de se positionner pour innover. Voilà. Et le fait d'être là montre que voilà, la salle elle est pleine, donc il y a un vrai intérêt aussi du public pour ça, donc c'est plutôt enthousiasmant. Sarah, Thomas. Effectivement, il y a un vrai enjeu de produire en fait des contenus de qualité, et donc ça demande des compétences. On a évoqué rapidement le côté un peu mal de mer, donc bien connu dans le monde de la réalité virtuelle sous le nom de motion sickness. Et ça, en fait, c'est terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que les premières caméras 360 notamment sont sorties. Donc on s'est dit super, on peut filmer à 360. Il faut créer de l'émotion forte. Donc alors là, on a eu le ribambelle de vidéos. C'était vous allez faire du roller coaster, du grand 8. Désolé pour le premier. On va vous faire une expérience de grand 8, c'est formidable, donc ça va bien secouer, etc. Donc je suis assise tranquillement sur mon fauteuil, on me met un casque là, et devant moi, ça fait ça. Et donc là, évidemment, en termes d'effet de nausée, c'est terrible, parce qu'à un moment donné, il y a un décalage trop grand qui se crée avec votre oreille interne, c'est-à-dire que votre corps ne bouge pas, mais devant vos yeux, vous êtes secoué dans tous les sens. Donc du coup, ça, il y en a eu beaucoup, et ça a été terrible au début de la VR, parce que beaucoup de gens viennent nous voir encore aujourd'hui en disant « Oh là là, non, moi jamais, la VR, je supporte pas ». En fait, ça c'est très dommage parce que c'est juste une qualité de contenu qui est produit, de juste dosage, de vitesse d'image qui va défiler sous vos yeux. C'est un problème qu'on retrouve plus en vidéo 360 qu'en 3D si le dosage est bon, parce qu'en 3D, votre corps y suit. Vous êtes sur une zone interactive où a priori, les mouvements de votre corps vont suivre ce qui se passe. Donc normalement, on a un peu moins de soucis. Mais on a effectivement de la scénarisation en 360 qui est très importante. Nombre de personnes qui viennent nous voir en disant c'est super, on va faire une interview, on va je sais pas, parler de tel sujet, on va se mettre là, on va mettre une caméra 360. Quel est l'intérêt du coup si c'est une interview avec une personne juste devant moi de la 360. Mais ça fait partie, c'est le propre du développement du marché. Après, nous, sur nos sujets, donc il y a les enjeux de scénarisation là qu'on retrouve. Tout le monde, c'est effectivement un vrai sujet. Comment j'écris à 360 et que je fais en sorte que la personne va profiter de tout l'environnement qui est autour d'elle. Nous, alors après, nous, c'est plus particulier sur la 3D, parce que là, on emprunte vraiment des compétences qui viennent du monde du jeu vidéo. Donc on parle effectivement de gameplay, etc. Donc les gens me disent mais c'est marrant, tu vas faire du jeu vidéo sur des sujets hyper sérieux, hyper importants. Je dis, moi je fais pas des jeux vidéo, je crée des expériences, j'emprunte des codes et des métiers, des expertises qui existent dans le monde du jeu vidéo, mais à nous de les réadapter. Donc quand j'ai commencé à aller chercher des techniciens sur l'expérience notamment des réfugiés, mais là on en fait une autre avec Action contre la faim et c'est les mêmes problématiques. Comment j'écris quelque chose qui va être interactif et en même temps sans que ça devienne un jeu vidéo. Et je vais vous le dire très franchement, hein, nous on se pose vraiment de vraies questions de dosage, comment est-ce que je reste juste, comment est-ce que je reste authentique. On a un travail sur le terrain avant de passer les choses en 3D qui est extrêmement long en termes de conception.
pour justement ne jamais être en décalage, travailler sur l'émotion, mais voilà, avec un juste dosage, créer de l'émotion et de la sensation forte, oui, et en même temps, c'est pas l'attraction, quoi. Donc ça demande effectivement d'avoir les bonnes personnes et de t'entourer des bonnes personnes, mais c'est un vrai défi envers aujourd'hui. Thomas, tu as une remarque? Oui. Dans le domaine chirurgical, on est en train de passer, avec ces technologies, on va passer de l'art chirurgical, alors il fallait mieux être opéré par un Poussin, un Rubens que par un Picasso, mais globalement, voilà, à la chirurgie numérique. Donc ça ne nécessite pas les mêmes qualités pour le chirurgien. C'est la première des choses. Oui, il y a une nouvelle expertise et donc il va falloir former les chirurgiens différemment, parce qu'il va falloir les former à ces technologies. La deuxième des choses, c'est que, alors c'est vrai actuellement dans le numérique, mais finalement quand on regarde un peu en arrière, ça a toujours été vrai, les grandes innovations en médecine, ça a toujours été le fruit du hasard ou de la rencontre de gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. En chirurgie orthopédique, la grande révolution, c'était en France, après-guerre, des orthopédistes qui se sont accoquinés avec des industriels de la dentisterie, qui avaient la connaissance de matériaux bio-inertes, et les orthopédistes se sont dit, chouette, on va utiliser ces matériaux bio-inertes pour remplacer nos articulations détruites. Et ça a fait les premières prothèses articulaires des membres. Et bien là, on est en train de vivre quelque chose qui est un peu semblable, où les idées, il faut les piocher chez des gens comme mes voisins, chez des gens qui viennent du jeu numérique, parce que c'est eux qui vont faire changer notre pratique chirurgicale. Donc effectivement, c'est vous qui allez avoir une expertise peut-être plus importante que la mienne pour faire changer ma pratique. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose de prendre quelques questions dans le public, si vous en avez. Je vois des mains se lever. Alors, il y a un micro. Merci, bonjour. J'ai une question sur comment vous en êtes arrivé là. Parce que comment un chirurgien arrive à se passionner, s'intéresser et devenir, quand je vous entends, un peu expert de la chose, ce qui me paraît très technologique, très compliqué, très lointain. Et ma question vaut pour les trois. Quelle est un peu votre formation d'origine et comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ces dispositifs et à les maîtriser suffisamment pour que votre imaginaire se traduise en réalité ? C'est toujours une question un peu difficile, il faut toujours être un peu geek au départ, donc peut-être une question génétique, je sais pas, et une question aussi générationnelle, et puis ensuite, c'est vrai que moi je suis chirurgien universitaire, je suis un jeune chirurgien universitaire, le chirurgien universitaire il doit un petit peu innover, on a une vraie tradition en France d'innovation en médecine, pas simplement en chirurgie, et puis donc, quand on a des maîtres innovants, on essaye de les reproduire. Moi j'ai fait une grande partie de mes études à Londres et quand je suis revenu en France en 2011 j'ai essayé de faire bouger les choses en répondant à des appels d'offres publics et je me suis un peu heurté peut-être à la pénurie de financement public donc j'ai fait ma fondation avec quelques VIP que j'avais opérés qui m'ont suivi. On a fait la première en 2014, la première Oculus. D'abord, on a fait un petit buzz international et puis ensuite, on a répondu à une vraie question. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, on agrège des compétences et l'intérêt de gens qui font avancer le système. Et moi, c'est un peu par hasard, en fait, puisque quand on faisait des projets autant Thomas Pesquet, à la base, on n'avait pas pensé au 360, ça existait à peine. Et puis, on a vu qu'il y avait un appel à projet pour des films écran géant et planétarium du CNC, qui est un organisme de financement du cinéma. Et donc, on a commencé à réfléchir sur les optiques à utiliser pour faire des films en hémisphérique. Et un de nos interlocuteurs techniques nous a dit, mais vous savez, il y a le 360 qui existe, et à partir du moment où vous faites des hémisphères, allez jusqu'au bout du process. Donc on s'est renseigné et on a fait des tests, on a vu ce que ça donnait. Et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à réfléchir à un autre scénario, une autre manière d'aborder l'histoire.
Et puis on a essayé de trouver des financements avec beaucoup de difficultés. Pendant 1 an et demi, on a tourné sur nos propres frais, le temps que des aides se mettent en place, que des diffuseurs apparaissent et s'intéressent à ce genre de contenu. Voilà. Et donc ce qui m'intéressait, pourquoi j'ai envie de poursuivre ça, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi je suis à la base plutôt scénariste et réalisateur, et le travail d'un scénariste, c'est de porter de l'émotion, et quand il y a une nouvelle palette qui s'ajoute à ma caisse à outils de scénariste, forcément j'ai envie de pouvoir l'utiliser pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc là, dans quelques semaines, les dés seront jetés. Est-ce que effectivement il y a un supplément, on va dire, d'émotion véhiculée par le film dans ce format-là? On verra bien, j'espère. En tout cas, les retours premiers sont plutôt bons, très positifs. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait, en tout, on aura fait 8 films différents sur la mission de Thomas Pesquet. Et voilà, je pense que les gens vont bien voir la différence entre quelque chose de très informatif, quelque chose de plus émotionnel, de plus sensoriel. Et que donc, voilà, on peut raconter un même fait d'actualité, entre guillemets, puisque il s'agit de ça un peu dans la mission de Thomas Pesquet, même si c'est quelque chose d'extraordinaire. Sous plein de prismes différents, et la VR fait partie de ces prismes particuliers qui, pour moi, ajoutent un supplément d'émotion. En tout cas, j'espère. Et pour ma part, je suis arrivée là un peu par hasard. Je ne crois pas que ce soit génétique. Moi, je considère toujours que je suis la non-geek de tout le studio VR dans lequel je travaille. Moi, j'ai un parcours vraiment dans l'entrepreneuriat social et dans l'innovation sociale, parce que j'ai dirigé une organisation qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux. Donc, j'accompagnais des pionniers de l'innovation sociale dans l'éducation, la lutte contre les exclusions, la santé, etc. Avec quand même une énorme frustration. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est une vraie histoire. Mais je vais quand même c'est horrible là dans le contexte, c'est-à-dire que j'ai notamment co-créé ces Up conférences qui s'appelaient avant les Intermardis Parlons Solutions, donc ça a été un peu le début de ce mouvement à plus petite échelle. En fait, j'avais une énorme frustration au bout de 10 ans de me dire, à chaque fois que je vais dans ces endroits pour discuter de l'innovation sociale, etc., on retrouve toujours les mêmes personnes. On s'adresse toujours aux mêmes qui sont engagés et qui veulent faire différemment. Et ces mêmes personnes, je suis sûre, peut-être que vous consommez bio, ou peut-être que vous êtes chez Enercop, ou peut-être que vous voyagez solidaire, vous compensez votre carbone. Non mais en fait c'est idiot, mais on se rend compte que, alors c'est très intéressant, on a des échanges passionnants, mais je me suis dit à un moment donné, on parle de changement social à grande échelle et d'urgence de cette problématique. Et Pierre Rabhi nous le dit très bien, il faut que chacun agisse à son niveau et à son échelle. On n'arrive pas à le faire aujourd'hui. En tout cas, moi, c'était ma frustration. Donc, il y a 2 ans, je me suis dit, je vais partir et je vais aller m'adresser au grand public d'une façon ou d'une autre. Et dans cette façon de faire là, je suis partie, j'étais sans rien, comme on dit, mais en disant, il faut que j'explore, en fait, et notamment des nouvelles techs que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas geek et je n'ai pas fait des études là-dessus et pas d'appétence particulière. Si je mets un post sur Facebook, c'est déjà un miracle. Mais je me suis dit, il faut aller voir dans les nouvelles tech parce qu'on veut aller chercher des nouvelles personnes, plus de monde et des gens plus jeunes. Les nouvelles tech, elles sont indispensables. Mon frère, entrepreneur dans le web, m'a dit, je te prête un bout de bureau pour que tu explores tes idées. Ne reste pas toute seule chez toi dans ta début de carrière entrepreneuriale. Et donc du coup, il y a eu un casque VR qui s'est baladé là. À un moment donné, j'ai fait une expérience de vertige avec les jambes qui ont tremblé comme ça et j'ai dit, mais waouh, la puissance de l'immersion de ce truc, l'émotion en fait que ça me crée. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais si ça me fait cette sensation-là, physique, en termes d'émotion, j'arrive pas à avancer, je crie, etc., alors que je suis là, tout, je peux faire passer des messages extrêmement forts sur des sujets qui sont ceux qui m'intéressent. Et donc, après, on a lancé officiellement Smart VR for Impact, avec une partie où on crée les expériences qui nous plaisent, c'est-à-dire sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Pourquoi on l'a fait réfugier? C'était que c'était un sujet qui était très politique, très tabou. On a été voir beaucoup de partenaires qui ont dit on ne veut pas y aller. Donc on a dit raison de plus pour y aller tout seul. Et là, on a une liberté artistique de pouvoir écrire et traiter les sujets comme on le souhaite. Et puis après, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Donc pour aussi vivre et développer des nouveaux projets, on va chercher des clients qui sont exclusivement des associations, des grosses ONG, des fondations d'entreprises, ou des fondations tout court, avec qui on explore des façons d'utiliser la VR. D'où la nouvelle expérience qu'on sort avec Action contre la faim en ce moment, d'ici la fin du mois de mai. Voilà. On va peut-être prendre deux ou trois questions en même temps, parce qu'il parle beaucoup. Je précise simplement qu'on aura également un petit cocktail à la fin, donc les échanges pourront aussi se poursuivre de façon plus informelle. Alors moi j'ai juste une interrogation en tant que spectatrice. C'est-à-dire que quand on met un casque VR, on est coupé du monde. On est coupé du monde. On en intègre un nouveau. Et une des forces pour moi du cinéma, c'est de se retrouver tous dans une salle et d'avoir toute la salle qui rigole en même temps.
et que ça fait un moment qu'on partage ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait société, on a vu la même chose, on a vu ça au même moment, et je trouve qu'il y a une solitude profonde dans le fait de regarder quelque chose en VR. On peut s'en parler le lendemain, mais bon. De la solitude, on va prendre une autre question. De la solitude. Je réponds Non, attends. Il y a des règles. Oui, on en a un petit peu parlé, mais je voulais revenir dessus. C'est sur les coûts en fait de création de contenu qui sont quand même normalement qui vont ne faire qu'augmenter si on va sur plus de qualité. Et donc c'est quand même un coût qui est assez fort. Aujourd'hui, la plupart vous financez énormément par des entreprises, du mécénat. Est-ce que ça peut être maintenant aussi parce que c'est un peu la bulle? Demain, je me demande juste quel est le business model, on va dire, là-dessus? Est-ce que vos frais de diffusion sont suffisamment importants pour couvrir les coûts de création de contenu? Ou est-ce qu'on va créer en fait une plus grande fracture numérique avec une différenciation dans les usages, dans les inégalités? Et voilà. Je peux continuer. Je pense que c'est plus pour toi, Pierre-Emmanuel. Oui, alors là, je suis parfaitement d'accord qu'il y a quelque chose d'un peu flippant. On a peut-être presque tous en tête cette image de Zuckerberg qui est dans une énorme salle où il y a 3000 personnes avec des casques Samsung, en l'occurrence, sur la tête, des casques VR. Donc il y a ce côté, effectivement, enfermement dans une bulle. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de nous poser réellement question en ce moment. Et en fait, on pose un peu mal le problème dans le sens où ce qu'on a en tête comme diffusion de VR, c'est un casque VR. Bon, après, il y a des écrans flat, par exemple, mais qui ne respectent pas le contenu. Il y a d'autres solutions qui existent. Et nous, on est en train de le découvrir parce qu'on fait aussi des films pour Planétarium. En fait, il existe des sortes de géodes dans lesquelles on peut diffuser du contenu 360 pour plusieurs personnes en même temps. Donc il y a nos limites, entre guillemets, on peut imaginer une énorme géode, d'ailleurs à Paris il y en a une mais qui diffuse de l'hémisphérique, donc on peut très bien imaginer d'avoir des programmes VR diffusés pour 400-500 personnes en même temps. Maintenant c'est encore une autre écriture certainement, parce que, ou alors il faut bien penser les salles pour qu'on ne soit pas gêné par la personne en face de nous. Est-ce qu'on doit être assis dans cette salle ou est-ce qu'on doit être debout? Est-ce qu'on peut interagir avec l'image? Et il y a une sorte de calcul de combien de personnes regardent à tel endroit, et donc on fait tourner l'image. Enfin, ça pose plein de questions, mais pour les films qu'on est en train de produire, je pense que c'est complètement possible d'imaginer ce genre de consommation de contenu à plusieurs, et je suis d'accord avec vous, c'est important. Parce que finalement, on se retrouve dans les salles de cinéma VR à l'heure actuelle, qui se développent, d'ailleurs c'est un signal faible, voire fort, qui est intéressant de voir qu'il y a des MK2, Pathé, qui se mettent là-dessus. Mais pour moi, effectivement, ce moment du partage, c'est très important et ça participe de l'émotion. Donc, avoir plus d'émotion, moi, dans mon coin, et pour moi, la vivre en partage, ça pose un vrai problème. Je suis assez d'accord avec vous. Mais donc, il y a des solutions. Ça, c'était l'autre question. Je ne suis pas d'accord quand la personne qui pose la question dit qu'il va forcément y avoir une inflation des coûts puisqu'on va chercher plus de qualité. Et en l'occurrence, les caméras sont en train de se démocratiser un petit peu, les techniques de stitching se démocratisent aussi, des logiciels qui coûtent de moins en moins cher pour donc coller les images. Donc finalement la prise de vue en réalité virtuelle, en 360, va être à la portée de tous, comme on peut filmer un long métrage cinéma finalement avec un smartphone, ça se fait de façon assez régulière. Et le problème, ça va être, mais comme dans le cinéma, comme dans la télé, c'est qu'est-ce qu'on va filmer, où on va filmer, quel casting on va avoir dans le film. Mais on peut très bien imaginer que voilà, des personnes, entre guillemets, sorties de nulle part, fassent leur petit film VR, trouvent un diffuseur, aillent en festival. Donc on retombe sur une économie qui est sensiblement la même que dans le cinéma, où il y a des petits producteurs, voire des personnes qui s'autoproduisent et qui arrivent à aller très haut, et qui galèrent souvent pour la plupart pendant des années, et qui peut-être n'y arriveront jamais. Et à contrario, des énormes studios qui là produisent pour de la masse, des projets avec des gros castes, des grosses musiques, des grosses histoires, et où par contre ça se fait souvent au détriment de la qualité à ce moment-là. Mais l'écosystème pour moi peut permettre d'accueillir tout le monde, et voilà. On prend d'autres questions, pareil, on fait un batch de questions. Oui, bonjour, c'était plus pour M. Thomas Grégory. C'était par rapport à l'opération de l'épaule et votre expérience avec le HoloLens.
Déjà, j'avais juste une question. Combien de temps avez-vous géré l'opération? Et par rapport à ça, quel a été votre retour d'expérience par rapport à l'utilisation d'une manière plutôt matérielle durant l'opération? C'est-à-dire que moi, je travaille avec un HoloLens, c'est pesant, vous l'aviez dit, et surtout au niveau du confort optique. Quel était votre retour d'expérience par rapport à ça, et aussi quelle a été votre préparation avec le HoloLens pour l'opération? On prend une autre question. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, justement, avec ces outils, du coup, est-ce qu'on a besoin vraiment d'être chirurgien pour opérer, ou est-ce que finalement, il faut être un très bon technicien de la réalité virtuelle pour s'en sortir, et donc, du coup, avoir une formation beaucoup, beaucoup moins longue? Voilà, c'est une vraie question par rapport au futur métier. On va essayer de faire une réponse courte. Généralement, c'est mauvais signe. Quand on commence par on va faire une réponse courte, elle est longue. C'est lourd. C'est encore trop lourd. L'opération a duré 1h30. Au bout d'1h30, j'étais content de retirer mes lunettes. Et actuellement, je refais mes interventions de prothèse d'épaule avec les HoloLens, mais je ne les mets, je demande à la penseuse de me les mettre que pour les étapes clés, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà. Donc les évolutions, ça doit être effectivement vers des systèmes plus légers. Pour les autres éléments, vous savez, quand on opère, on a un cialytique, donc on a une lumière qui est très particulière, qui est très forte, et la question c'était est-ce que ça va gêner les hologrammes? Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Et finalement, lorsqu'on assemble le tout, on se dit que vraiment, on a tout d'un coup un outil dont il faut développer. On a un cockpit et on a créé quelques applications pour ce cockpit. Il faut les développer, il faut en faire des produits, il faut que ça diffuse. La deuxième question, on peut regretter de ne plus être des artistes. On peut regretter que le chirurgien ne soit plus un artiste, mais finalement un technicien numérique. Mais la finalité, c'est quand même d'avoir des opérations plus sûres et un résultat meilleur. Voilà. J'ai juste une remarque pour Thomas. Les HoloLens ne sont pas holographiques. Mais vos exposés sont passionnants, hein, mais les HoloLens n'ont rien d'holographique. Cédric Villani le sait très bien. Les HoloLens ne sont pas holographiques. Ça, c'est certain. Et Microsoft le sait, tout le monde le sait, mais le terme holographie plaît au public. C'est comme l'hologramme de Mélenchon, vous voyez. Sur les éléments de vocabulaire, on sera plus précis. J'ai jamais été fort en français. Non, c'est pas grave. Je dis très gentiment parce que vos exposés sont passionnants. Malheureusement, on n'a plus de temps pour prendre d'autres questions. Nos intervenants vont rester un petit peu avec nous pendant la partie cocktail, donc n'hésitez pas à les questionner. Je pense qu'on peut vous remercier, on peut les applaudir.